mon ambition est juste d'aider autant de gens que je peux à se remettre debout, à retrouver leur autonomie, leur dignité. Je sais bien que je ne peux pas le faire à une très grande échelle, que ce sera toujours une goutte d'eau, mais j'aurais fait au moins ça. C'est mieux que de parler et de rien faire. Maria Novak, 73 ans, combattante acharnée de la cause du microcrédit qu'elle défend à travers le monde et qu'elle a fait naître en France il y a 20 ans. Maria se fonde alors sur son intuition. Le microcrédit, terme austère, presque abscon, est pourtant tellement riche d'humanité. Il s'agit simplement de prêter aux personnes démunies le capital nécessaire pour monter leur micro-entreprise. Ce qui m'a décidé en fait à lancer le microcrédit en France, c'était la rencontre d'un cireur de chaussures burkinabé qui était un jeune garçon de 12 ou 13 ans. On a commencé à discuter et il m'a dit je gagne 1 euro par jour et je donne la moitié à mon patron. Avec l'autre moitié, je m'achète du riz pour manger. Et je lui dis, mais c'est qui ton patron ? Et il m'a dit, c'est le propriétaire de la brosse. Et ça a été pour moi un vrai choc, parce que je me suis rendu compte qu'avec un crédit absolument minuscule, on pourrait doubler son revenu, celui qui était à sa disposition. Maria y croit. Elle veut tenter l'expérience en France. Elle se heurte alors au scepticisme, aux moqueries même. Qui pouvait bien imaginer que le microcrédit représenterait un jour cette alternative au chômage ? Jean-Baptiste de Foucauld, à l'époque commissaire au plan, était l'un des rares à appuyer le projet de Maria. Mais pour moi, si vous voulez, ce qui était vraiment très important dans cette rencontre, moi j'étais convaincue que c'était une bonne idée. J'étais convaincue que ça pourrait marcher en France parce qu'on était quand même dans une phase de mutation économique qui allait vers la montée des services, vers les nouvelles technologies. Et il me semblait vraiment que ça correspondait bien à cette phase de désindustrialisation. En revanche, là où pour moi vous avez joué un rôle moteur dans cette histoire, c'est en me disant passer à l'acte. Parce que ça franchement, c'est plus difficile. Donc, moi, ce qui m'a frappé en plus, c'est l'idée qu'avec finalement assez peu d'argent, on pouvait faire pas mal de choses aussi. Oui. Cette idée est assez neuve aussi. Quand vous êtes venu me voir, moi, ce que j'ai bien senti, c'est-à-dire que j'avais une bonne connaissance, je crois, de l'individualisme du milieu associatif français. Quand vous m'avez dit qui pourra vous aider, je me suis dit, mais personne ne va l'aider, chacun est dans son petit créneau, dans son petit truc, et donc il faut le prendre en charge en direct, fortement, et voilà. Faites-le vous-même, lui a-t-il dit en substance. Ne comptez sur personne. Maria a dit la même chose à Mariem, qui après des années de chômage et la perspective d'y rester, se décide à tenter le rêve. Ce restaurant qu'elle n'osait pas imaginer. L'a dit, l'association de Maria l'a soutenue. J'ai été licenciée et j'ai eu du mal à trouver un poste qui ressemblait à celui que j'avais quitté. Donc je me suis dit, je vais essayer de créer ma propre entreprise. C'est assez étonnant parce qu'on a beaucoup de gens comme ça qui disent moi j'ai travaillé 25 ans je sais pas quoi, à l'usine et maintenant j'ai vraiment envie de faire ce à quoi je rêvais quand j'avais 18 ans. Et du coup, ils réussissent parce qu'ils s'accrochent, ils adorent. Moi, c'est un défi un peu aussi. Oui. Je me dis qu'on peut changer le cours des choses. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'est extraordinaire. C'est un petit peu une revanche. Oui. Et puis, en plus, par rapport à ma mère aussi, parce que c'était un peu pour lui rendre hommage. Et, le nom du restaurant, porte le nom de ma mère, oui. C'est vrai que nous, on est arrivés dans les années 62, donc des conditions de vie très difficiles dans les bidonvilles de Nanterre. Donc, ça a été très, très difficile pour nous. Et pour moi, afficher le nom de ma mère dans le 9e arrondissement, c'est une réhabilitation. C'est quelque chose de très symbolique et en même temps, ben voilà, c'est une revanche par rapport à la vie et par rapport à tout ce vécu difficile. Et ben me retrouver, enfin, je suis un petit peu émue quand je dis ça.
mais c'est heureux si vous voyez. Je crois. Donc c'est possible de s'en sortir, c'est possible de réaliser des choses, même si on a peu de moyens. Et voilà. Réfugiée en France après la guerre, Maria a trouvé dans cette maison, au cœur du Perche, l'envie de cultiver ses racines et son histoire. Elles font écho à son combat d'aujourd'hui. Voilà mon portrait quand j'étais petite. J'avais 2 ans, je pense, ou 3 peut-être, 2. Et mon frère, qui avait 1 an de plus que moi. Ma première photo, dans une belle robe à grand col brodé, choyée par tout le monde, par mes parents, par mes frères et sœurs, avec sa sœur, un petit chien, sa maman qui l'adore, son frère qui a 1 an de plus qu'elle, à qui une gouvernante lit livre d'images. Et là, c'est ma dernière photo de Pologne. Alors bien évidemment, j'avais des nattes, comme toute bonne polonaise. C'est la première époque de ma vie. Ensuite, à 4 ans, c'est la guerre. Des années extrêmement dures et violentes. Et je me retrouve en France à 12 ans, avec un passif considérable en matière d'études, puisque je n'avais pas été à l'école primaire. Et je démarre à 0, en 6e. J'étais déjà bonne élève, travailleuse, consciencieuse. Je suis arrivée à faire des études sans le primaire, ce qui prouve qu'on peut toujours rattraper tout. Et il y avait beaucoup à rattraper. Maria est arrivée clandestinement en France en 1947. Elle a 12 ans et ne parle pas un mot de français quand elle commence à faire la queue devant la préfecture de police. Ce visa sera le premier combat de sa vie. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en fin de compte, il faille des papiers pour retrouver sa dignité. C'est ça que je trouve monstrueux. Pas de papier, pas de tampon de la préfecture de police. On est toujours humilié quelque part. Ses parents, résistants, la rejoignent 1 an plus tard. La famille se reforme, tant bien que mal. Ils ne se sont pas vus pendant 2 ans. Chacun reste emmuré dans sa souffrance. Avocats et médecins, les parents de Maria ne peuvent pas exercer en France. Ils font alors l'expérience de nombre de réfugiés, d'immigrés, celle des petits boulots, juste pour survivre. Et je suis bien évidemment très, très sensible à tout ce problème d'immigration, de problème de sans-papiers, parce que je le sens, dans mon passé, dans la façon dont je l'ai vécu moi-même. Et je pense que c'est pas seulement injuste, mais parfois contraire au bon sens de ne pas accueillir des gens qui sont pleins d'idées, qui sont pleins d'énergie. Les gens qui s'expatrient, c'est vraiment ceux qui sont les plus débrouillards, les plus capables de changer de pays, de changer de langue. Et quand je prends le métro le matin pour aller à l'ADI à 6h30, 7h du matin, je me retrouve en fait dans un monde d'immigrés. Et on est là tous immigrés, et je me sens tout à fait faisant partie de cette communauté-là. Bon, on va y aller. Bonjour monsieur. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, les préfets, les ambassadeurs, vous qui êtes tous les amis de Maria Novak, vous êtes les bienvenus ici, je suis ravie de vous accueillir. Maria Novak, au nom du président de la République, nous vous faisons ce soir officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je ne reviendrai pas sur mon parcours personnel, sauf pour dire qu'être une sans-papier m'a donné une grande tendresse pour les paysans sans terre, les entrepreneurs sans capital, les jeunes sans avenir. Cela m'a appris aussi à passer d'autres frontières entre le social et l'économique, entre la théorie et l'action, entre le passé et le futur. Être sans papier n'est pas seulement une tare,
c'est aussi une richesse potentielle dont on a tort de se priver. Ces distinctions s'adressent d'abord aux 50 000 chômeurs et RMistes financés et accompagnés par l'ADI, qui ont eu le talent, le courage, l'énergie de sortir de l'exclusion en créant une entreprise. Merci beaucoup. Je voudrais vous présenter quelques créatrices et créateurs. Voilà, Mama, qui est de l'Essonne. André, lui, il est dans l'informatique. Alors, on a embauché notre 251e salarié la semaine dernière. Et là, sur 2006, en cumulé, on a réalisé un peu plus de 11,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Alors, il faut que vous connaissiez aussi Zoura. Donc moi, j'ai, grâce à Maria, ouvert 2 auto-écoles. Et j'ai rencontré donc l'ADI dans une période où j'étais vraiment en très grande difficulté, puisque j'étais revenue d'Algérie et sans rien, mais avec 5 enfants. Et là, grâce à l'apport de l'ADI, j'ai pu ouvrir l'auto-école. Et je suis persuadée qu'avec le courage, la patience, on rencontre une étoile qui nous fait briller. En fait, lorsqu'on est au chômage ou au RMI, la pire des choses, c'est de rester passif, de ne pas bouger. Rester simplement assis sur sa chaise et toucher les allocations familiales et le RMI, c'est une solution invivable. Il y a un mot terrible qui est la dépense passive pour l'emploi. C'est quoi la dépense passive pour l'emploi? C'est entretenir les chômeurs. Le but premier d'une politique sociale devrait être d'aider les gens à s'insérer. Bien évidemment, je ne suis pas contre la protection sociale, mais je pense que en dehors d'une protection nécessaire de ceux qui sont âgés, qui sont jeunes, qui sont malades, qui sont en difficulté passagère, l'objet principal d'une protection sociale est d'aider les gens à sortir du système. Il n'est pas de les garder de façon permanente dans la nasse d'assistance publique. Ce n'est pas plaisant pour eux, c'est même quelque chose d'extrêmement destructeur à longue échéance, et ce n'est pas supportable par l'économie nationale. Les honneurs de la République agrafés sur le revers de sa veste, Maria peut revoir sereinement le film de ces 20 dernières années. Elle reste convaincue, dévouée, fidèle. Le coût d'un chômeur est évalué à 120 000 francs par an. Le coût de la création d'un emploi indépendant pour la collectivité représente moins de la moitié du coût annuel d'un chômeur. Maria Novak a gagné un pari improbable, faire admettre aux institutions, aux banques, à l'opinion publique, que contrairement au dicton populaire, on peut prêter aux pauvres. Moi, je trouve qu'il y a en France une extraordinaire capacité d'initiative, d'énergie, et qu'on ne l'exploite pas, et qu'on se plaît à traiter les gens comme si c'était des incapables, au lieu de les associer directement à la création d'activités économiques. Il y a quelque chose en France qui ne va pas dans le troisième terme de notre devise républicaine, qui est la fraternité. La fraternité, ce n'est pas serrer les mains en se promenant dans un marché, c'est aller effectivement plonger dans les quartiers en difficulté et voir comment vivent les gens. Maria emmène pour la première fois ses 4 petits-enfants en Pologne. Ses souvenirs et leurs questions se mêlent pour finalement donner corps à une histoire commune. Maya, Ouais. est-ce que tu as déjà été prisonnière en Allemagne? Non. Non. Il y a toute ta famille sauf toi qui a été en prison? En gros, oui. Et Maya, à un moment, tu m'as raconté une histoire, il y avait une bombe qui avait explosé juste à côté de ta maison. Non, c'était des
des Allemands qui ont attaqué la maison. Et toi, t'étais dans la maison? Oui. Et comment t'as fait pour survivre? Ça devait être... Mais je me le demande, tu vois, je me le demande encore comment j'ai fait pour survivre. C'est la chance. Oui, c'est toujours beaucoup de chance. T'avais fait combien de temps en Pologne? Moi, j'ai vécu 10 ans en Pologne. 10. Ce qui parfois m'étonne un petit peu, c'est que moi, à ton âge, j'étais seule en Suisse. Et T'es seule, sans tes parents, sans rien? sans mes parents. C'était une espèce de clocharde en fait. Voilà, une sorte de clocharde, comme tu dis. T'étais dans la rue? Pas dans la rue, j'étais chez des gens, et puis après j'étais dans un orphelinat. Mais il fallait qu'on arrive à rejoindre notre père qui venait d'être libéré. Et donc il fallait qu'on arrive par tous les moyens en France. Mais comme on n'avait pas de papier, on s'est caché dans les toilettes pour passer la frontière. Et on est arrivé en France sans papier. Oh, ça devait être dur ta vie. Ça devait être dur la vie de Pologne Oui, à l'époque. En fait, t'as vécu les 10 ans dans la guerre mondiale. voilà, exactement. Voilà, et ça c'est quelque chose que je ne vous souhaite pas. On fait partie d'une même famille. Et je pense que c'est important qu'on garde ses origines, tout en regardant vers l'avenir, bien sûr. Eux, ils ont à construire leur avenir. Mais c'est important de savoir d'où ils viennent. Ça fait autant d'échelons dans le temps et dans l'histoire. La verdure du cimetière de Cracovie abrite le caveau de famille. La mère de Maria est enterrée ici. Cette arrière-grand-mère, dont les enfants ont si souvent entendu parler, était l'une des premières femmes médecins en Pologne. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Sofia Nowak-Sidocka. Qui était Baba? C'était ma maman. Elle est au paradis si ça existe. Oui, sûrement. Pourquoi? Parce qu'elle était très gentille. Oui. Elle était très très gentille. Tu vois, elle avait une vie très dure parce qu'elle a vécu la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, son mari était dans la résistance, il a dû se cacher, il a été emprisonné, elle aussi, ses enfants aussi. Donc tout ça, c'était pas facile. Et en même temps, c'était quelqu'un qui était très solide, qui pliait jamais. Elle a supporté tous les malheurs, toutes les tragédies avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de force. Elle m'a transmis l'esprit de résistance, tu vois, la conviction qu'il ne faut jamais abandonner. Si on est sûr de quelque chose, si on est sûr d'avoir raison, il ne faut jamais céder. Alors, bien évidemment, pour les petites choses, pour les relations avec les gens, il faut essayer de s'entendre, il faut faire des compromis. Mais sur des valeurs fondamentales, la liberté, le droit, la justice, il ne faut jamais, jamais céder. Voilà. Oui, chérie. Je peux te dire un secret. Ouais. Tu me dis? Papa, il est au ciel. Oui. C'est vrai. Elle te regarde, elle t'aime. Maria est née à Lvov. La ville a été envahie en 1939 par les Russes, puis par les Allemands, avant d'être cédée à l'Union soviétique à la conférence de Yalta en 1945. La maison de famille, perchée sur une colline, abrite un réseau de résistance, jusqu'au jour où les Allemands attaquent. Nous sommes en mars 1943. La maison flambe, les adultes sont tués ou emmenés. Reste blottie contre la cuisinière, Maria alors âgée de 8 ans, son frère et sa grand-mère aveugle. Maria
seule à avoir fait sa vie en France. Toute la famille est restée en Pologne. À Varsovie, Maria retrouve régulièrement Jaga, sa sœur de 13 ans son aînée, figure de la résistance polonaise. Tu vois, ça, c'est ma maison. C'est la maison de mes parents. C'était un coin de paradis. Et c'était vraiment la maison du bonheur. Enfin, pour moi, si j'ai un souvenir dans ma vie de bonheur absolu, c'était quand j'étais petite, que je jouais dans ce jardin, que tout le monde était en paix, tout le monde s'aimait. Pourquoi t'as déménagé? Parce que c'était la guerre et que les Allemands nous ont mis dehors. Alors là, de l'autre côté, c'est un tableau qui est très important pour moi, parce que quand j'étais petite, quand j'avais à peu près votre âge, je me suis trouvée un jour seule dans une maison en flammes avec mon frère et ma grand-mère. Et mon petit frère était devant la maison, les bras en l'air, avec un soldat allemand qui le visait avec son fusil. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Ça, je ne pouvais pas le supporter. J'ai supporté les cadavres, j'ai supporté qu'on emmène ma mère, mon grand frère. Mais là, le petit devant un fusil, je ne pouvais pas le supporter. Et donc, je suis allée prier devant ce tableau pour pouvoir ramener mon petit frère dans la maison. Voilà. Et je suis arrivée. Ça a marché, absolument. Et pourtant, ça n'a pas garanti ta foi. Non, ça n'a pas garanti ma foi. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai vu trop de choses terribles qui m'ont fait douter de l'existence de Dieu. Mais Jaga, elle a foi. Quant à moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de faits dans notre vie, dans notre famille, qui garantissent que la foi, c'est quelque chose qui est de plus grande valeur dans la vie. Oui, non, mais Jaga, tu vois, elle était en prison, elle a été torturée, elle a la foi. J'envie des gens qui ont la foi, parce que c'est vrai que ça rend la vie, quelque part, plus facile. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est que dans cette situation assez tragique, eh bien, ma grand-mère, à un moment, elle s'est mise à faire des pâtes. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce que ça m'a fait comprendre que quand vraiment on est dans une sorte de tragédie totale, il n'y a que le mouvement qui sauve. Si on ne bouge pas, si on ne fait pas quelque chose, on se laisse emporter par la désolation. Parce qu'elle a fait ta grand-mère. Et c'était excellente, excellente. Et dans mon action pour les autres, il y a certainement une forme de dette, il y a une sorte de honte de pas être, d'avoir pas été tué avec les autres. J'ai pendant de longues années été très honteuse d'avoir échappé à tous ces massacres. La dette, la culpabilité anéantissent ou donnent des ailes. L'histoire de Maria, peut-être la chance, à défaut de la foi, lui ont donné la force de se déployer. Tous les ans depuis 5 ans, Maria Novak court le marathon de la semaine du microcrédit. Il ne suffit pas d'être convaincu, il faut convaincre le grand public, les créateurs potentiels, les institutions. En France, Maria Novak a déjà largement réussi. Elle a contribué à changer la loi de modernisation de l'économie, intègre ainsi tout un volet sur le travail indépendant et le microcrédit. Je crois que le fond du problème, c'est qu'on ne prête qu'aux riches, on prête à ceux qui ont une garantie, un revenu, un patrimoine, ce qui, par définition, n'est pas le cas des pauvres. Et c'est pour cela qu'en fait, dans le monde entier, mais aussi en France, il y a une exclusion importante des personnes les plus pauvres de... Voilà, puis exclusion bancaire, exclusion économique, exclusion sociale, c'est une spirale sans fin. Il y a 20 ans, aucune télé, aucune radio, aucun journal ne s'intéressait au microcrédit. Les médias ont tendu l'oreille, petit à petit, au rythme des entreprises créées par les chômeurs.
Dans un instant, en studio, Maria Novak, la fondatrice de l'ADI. Si on regarde les statistiques, nos clients sont pour près de la moitié des érémistes, pour l'autre moitié des chômeurs ayant toutes sortes de statuts, avec une petite partie de ce qu'on peut appeler les travailleurs pauvres. Et près de 20% de nos clients savent à peine lire et écrire, 4% même sont parfaitement illettrés. Près de 27% en revanche ont fait des études universitaires et les uns comme les autres réussissent. Et ça prouve vraiment que c'est un ascenseur social comme il en existe peu en France à l'heure actuelle. Les personnes qui sont au chômage ou au RMI ne l'ont pas choisi. Et souvent, elles subissent cette situation en ayant peur de se lancer parce que ça leur ferait perdre leur protection sociale, parce que c'est un risque, bien évidemment, et qu'on ne gagne pas à tous les coups. Mais en fin de compte, les gens voient de plus en plus que le travail salarié n'est plus la seule solution et que tout compte fait, plutôt qu'un contrat aidé, plutôt qu'un travail d'intérim ou un travail à temps partiel, créer son propre emploi a beaucoup d'avantages, et notamment celui d'être son propre patron. Même si on ne gagne pas des sommes astronomiques, on est libre. Et je pense que la liberté est quelque chose dont les gens ont autant besoin que de sécurité. La Guinée, 1958. Maria a vécu pendant 1 an dans ce petit village de Madinadian avec l'envie de contribuer au développement de l'Afrique. Après la Suisse allemande, la France, l'Angleterre où elle a fait ses études, Maria a à peine 20 ans et a déjà subi 3 déracinements. Mais cette fois, c'est elle qui a choisi d'aller au bout de l'exil. Bonjour. Ça va bien. Je suis contente de revenir là. Bonjour. 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 Donc toute la population vous souhaite la bienvenue. Oui. Bon, moi, je voulais juste vous dire le bonheur de revenir à Madinadian. J'ai le sentiment aussi de revenir dans une famille, parce que j'ai passé ici des mois qui étaient parmi les plus heureux de ma vie. J'ai été accueillie là par le chef que certains d'entre vous ont connu, Alpha Lao. Son enfant est là. C'est son enfant qui est là. Et depuis, bon, j'ai travaillé, je suis devenue économiste, mais je me suis toujours rappelé ce que vos parents m'ont appris sur ce qui est important finalement pour des gens qui vivent dans les villages et qui ne sont pas tous des hauts fonctionnaires ou des grands politiciens ou des grands entrepreneurs. Parce que je crois que c'est les paysans qui détiennent la sagesse. Parce que je crois que c'est beaucoup eux qui peuvent dire ce qu'il faut vraiment faire pour aider le développement de l'Afrique. Et je voulais vous remercier aujourd'hui de tout ce que m'ont appris vos parents et qui a beaucoup compté dans ma vie. Je vous ai apporté des photos. Ça, c'est une petite fille. Je crois qu'elle s'appelait Mélie. C'est ma sœur. Ah, pour prendre votre sœur. Si c'est votre sœur, il faut la prendre. Et là, Alpha Lao. Oui, c'est votre papa. Femme de Alpha Lao.
pour moi, c'est une joie de la revoir. Elle dit que vous étiez enfant. J'étais, oui, enfin, on était jeunes, on n'était pas... Elle aussi, elle était jeune. Oui, c'est pour vous si vous voulez, la photo, Alpha Lao. Moi qui avais beaucoup de mal à m'intégrer dans la société française de mes contemporains, qui n'avaient pas du tout vécu les mêmes tragédies de guerre que moi, j'ai trouvé ici un contact très simple, très direct, en communiquant sur l'essentiel, les problèmes de vie, de mort, d'amour, d'affection. On s'est trouvés très proches. Je pense que pour moi, Madinadian est resté toujours un village et une communauté qui a compté dans ma vie. Et j'étais très heureuse de constater que pour eux aussi, j'étais un peu l'enfant du pays. Alors parfois je suis enfant du pays, parfois je suis la maman, mais dans les deux cas, c'est formidable de faire partie d'une famille à l'autre bout du monde. Maria est revenue en Guinée en 1989. Elle a initié alors un programme de crédit rural fondé sur le principe du microcrédit, prêter aux paysans pauvres de quoi acheter des bêtes, des outils, faire du commerce pendant la saison sèche. Elle revient aujourd'hui, va d'une agence à l'autre, comblée par le chemin parcouru. Le Crédit Rural de Guinée est aujourd'hui une institution. À l'époque, Bakary était l'un des rares à croire à cette initiative. Moi, je pense qu'il faut qu'on essaie d'initier des microcrédits pour toucher en profondeur les plus pauvres dans les villages les plus reculés. Et c'est elle donc qui a pris l'initiative à l'Agence française du développement de créer le Crédit Rural. On ne peut modeler les gens à sa façon. C'est eux qui sont acteurs de leur propre développement. Et c'est peut-être ce que j'ai appris ici à Madinadian et qui a été pour moi le plus précieux. J'ai écouté les gens, j'ai pas essayé de leur dire ce qu'ils devaient faire. Je les ai écoutés, j'ai essayé de comprendre. Et ça a été pour moi vraiment peut-être l'expérience la plus précieuse de toute ma carrière. Et c'est vraiment très émouvant de revenir. On s'est rencontrés en 89, c'est ça? Oui, on s'est rencontrés en 89, mais moi j'ai plus de souvenirs que toi, parce que tu étais la personnalité que tout le monde visait. Un regard sur 1000. Et toi, tu étais un tout jeune homme. J'étais très jeune. Mais tu vois, autant je crois que le contexte est très différent. Oui. Ce que je trouve formidable, c'est que le principe du microcrédit, il s'applique partout. Et même aux États-Unis, en France, à Paris. Absolument. Et maintenant, c'est la mode, quoi. Oui, c'est presque dangereux quand c'est trop à la mode, parce qu'à ce moment-là, c'est plus l'image que la réalité qui deviennent importants. Et puis que le microcrédit ne résout pas tout non plus. Ça ne résout pas tout, bien sûr. On est aujourd'hui dans une fausse mondialisation, une mondialisation qui touche les quelques centaines de millions de riches, des banques transnationales, des entreprises multinationales, qui ne touchent pas du tout les 4 milliards de pauvres de tous les pays qui sont toujours dans la misère parce qu'ils n'ont pas accès au capital et donc au crédit. Et je pense que la vraie mondialisation consisterait à l'étendre à tous, à ouvrir cet accès au capital aux gens les plus pauvres pour qu'ils puissent eux aussi
bénéficié de la mondialisation. Je pense aussi que la mondialisation est fausse parce qu'elle est basée sur la circulation du capital et pas du tout du travail, ce qui économiquement n'a pas de sens. L'Afrique, la Pologne, l'Albanie, mandatée par la Banque mondiale, Maria a lancé des programmes de microcrédit partout où l'occasion se présentait. 1995, les accords de Dayton, on dépose les armes en Bosnie. La population, épuisée et meurtrie, reste figée par les horreurs de la guerre. La guerre qui a ainsi de nouveau résonné en Europe centrale. Elle a rappelé à Maria les angoisses et les terreurs de son enfance. En ces jours troublés, où chacun tente de reprendre son souffle, la démarche peut paraître incongrue, au mieux prématurée. Mais c'est tout de suite, maintenant, que Maria juge qu'il est opportun d'intervenir. Toutes ces femmes de Srebrenica, abandonnées au chaos, ont besoin d'une perspective d'avenir. J'ai pensé que c'était peut-être parce qu'elles étaient dans des situations aussi terribles qu'on pourrait leur apporter quelque chose en leur permettant de remettre la main à la pâte. Un jour, j'ai mis carrément l'argent sur la table. Je me souviens, c'était 500 Deutschmark. J'ai pris dans ma poche et dit voilà, je vous donne 500 Deutschmark à l'une d'entre vous, celle qui voudra les utiliser pour développer une activité. Est-ce qu'une de vous veut se lancer? Alors il y a un silence terrible, et puis au bout de 5 minutes, il y a une femme qui s'est levée, qui a dit « Bon, je vais essayer ». Et on a bien été d'accord que c'est de l'argent prêté, que c'est pas de l'argent que je lui donne, mais que une fois qu'elle aura lancé son activité, elle la passera à une autre. Et ça a marché. Peu à peu, les autres se sont lancés, les unes après les autres, pour monter des petites activités qu'elles étaient capables de faire, louer un lopin de terre, produire des légumes, les vendre sur le marché, acheter 2 chèvres, fabriquer du fromage, le vendre. Et il y a 2 ans, je crois, j'étais invitée pour fêter les 10 ans du microcrédit en Bosnie. Et c'était quelque chose de formidable. Et le microcrédit en Bosnie fait désormais partie du secteur financier. C'est un peu ce dont je rêve pour tous les pays européens, avec bien évidemment la guerre en moins. So wonderful. Thank you for coming. Yeah, it's such a great day. Always a pleasure to see you, it's and wonderful. a very important moment to discuss. Le professeur Younous, inventeur du microcrédit au Bangladesh, prix Nobel de la paix, preuve s'il en fallait une que la paix passe par l'économie et la liberté d'entreprendre de chacun. Le professeur Younous et Maria Novak se sont croisés en 1985. La rencontre a sonné comme une révélation pour Maria, qui entrevoit une solution pour permettre aux plus démunis de devenir acteurs économiques. Yes, I remember going to your apartment and Yes, that's true. I always wondered how it all happened. I forgot the Amsterdam meeting. At conference in Amsterdam, you were the only expert who was talking in a very simple way and describing something concrete. Yeah, but I was curious to know what, in the first place, prompted you. You came to Amsterdam, but that doesn't mean that you have to come to Bangladesh to do that. What is it that you're looking for? I think that at this time I have already worked for quite a number of years in a French development agency, and I was rather disappointed of the results of our work. And it was a sort of hope that this could be an approach which would probably help more people and directly go to people. Exactly.
And well, since then in fact, everywhere, whether it was in Africa or Albania and Bosnia or Poland. Well, I think microcredit now is really expanding. Yes. At least people understand now. Yes. And they're trying to do something. But what's the situation in France? Because at the beginning you were saying it's so difficult to do it in a rich country because all the laws are opposing you because they're trying to keep the poor people within their format. You did a fantastic job because your work in France has given message to all over Europe and all over rich countries that this is a problem, it needs to be addressed, and the fact that you could do it in France inspired others to take it seriously. Then I would say it's possible to have all the people out of welfare. It may take longer time. It also needs a bigger program. Yeah. Well, when you come in, let's say, next year, maybe? Next year, you'll be already further. Oh, good. And you will be much, much further. Ce que je voudrais qu'on retienne de notre action, du microcrédit en général, c'est qu'il change le regard sur les gens. D'une façon générale, à travers le monde, les riches voient les pauvres comme des êtres inférieurs. Ils ne voient pas leur intelligence, leur créativité, leur énergie. Ils voient simplement qu'ils n'ont pas les poches pleines et du coup considèrent que, bien évidemment, c'est leur faute. Et ce qui est important, à mon sens, dans le concept du microcrédit, c'est qu'on apporte justement ce passe-partout de la puissance à tous ceux qui n'ont pas la puissance d'agir en fonction de leurs idées, en fonction de leurs souhaits, pour changer leur vie. Et c'est une démarche qui est relativement indolore, puisqu'il ne s'agit pas de prendre leurs richesses aux riches et les distribuer aux pauvres. Il ne s'agit pas de faire une révolution économique profonde. Il s'agit simplement de partager l'avenir. On respecte le présent tel qu'il est, on respecte la propriété d'autrui, mais on partage l'avenir. Des quartiers populaires de Paris, Maria Novak est passée au luxe de Bercy. L'entrée au ministère des Finances marque une rupture pour la présidente de l'ADI. Depuis 30 ans, elle agit en marge des institutions et si elle accepte de rentrer dans le système, c'est pour essayer de changer les choses. D'être dans le cabinet de Laurent Fabius est une opportunité pour passer des messages, pour rendre plus visible tout ce potentiel d'initiative qui existe parmi les plus exquis. Maria Novak reste présidente de l'ADI et à 61 ans, elle fait donc son entrée en politique. C'est un pari risqué auquel elle, femme de la solidarité, veut croire. Je ne pense pas que je sois très douée pour la politique. Ça m'a été très utile parce que ça m'a permis de nouer des contacts et ensuite de comprendre comment marchait la machine de l'État. Mais la politique, c'est quand même beaucoup de verbes, c'est beaucoup de promesses, c'est beaucoup de contraintes, d'obstacles qu'il faut savoir traiter. Je n'en ai pas du tout une vision exclusivement politique, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger les lignes, c'est de faire bouger les gens, c'est d'aider directement le maximum de personnes, et c'est de voir les résultats de cette action. Proposer des améliorations du cadre institutionnel, souligner les incohérences des politiques pour l'emploi, Maria n'a de cesse que de mettre les pouvoirs publics face à leurs responsabilités. Comme ici en 1997, juste après la suppression d'une prime essentielle pour les chômeurs créateurs d'entreprises. Vous avez en face de vous 12 députés. Qu'est-ce que vous souhaitez de la part des députés ? Or, peut-être qu'ils réexaminent d'ailleurs la loi sur l'exclusion sociale de Xavier Emmanueli. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous, en tant que présidente de l'ADI ? Eh bien, ce que je souhaiterais, c'est que il ne suffise pas de dire « nous sommes pour la politique active de l'emploi, nous sommes pour les petites entreprises, nous sommes pour l'initiative et la solidarité », mais qu'on agisse. Et je vais vous donner quand même un exemple qui est, à mon sens, dramatique. Au début de cette année,
pas les hommes politiques peut-être, les technocrates peut-être, je n'en sais rien, ont supprimé l'ACRE. Et l'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprises. C'était finalement une des rares tentatives de redistribuer du capital productif à ceux qui en avaient besoin. Elle permettait aux personnes qui avaient des idées, qui avaient de l'énergie, qui avaient vraiment l'esprit d'entreprise, de créer ces entreprises avec un minimum de fonds propres. Je crois qu'il y a une très grande différence entre libéralisme et capitalisme. Dans le libéralisme, il y a liberté. Et à l'origine, dans l'esprit d'Adam Smith, par exemple, c'est bien ce que cela voulait dire. C'était la liberté d'entreprendre, notamment, qui, en même temps, était contrôlée par l'État pour ce qui concerne les gens les plus démunis. Alors en France, le libéralisme a pris un sens affreux qui n'est pas du tout conforme à ses origines et qui n'est pas du tout conforme non plus à ce qu'on comprend par là dans d'autres pays du monde. Je crois que le capitalisme est beaucoup plus le pouvoir des plus riches. Le libéralisme, c'est pas ça. Le libéralisme, c'est la liberté d'entreprendre pour tous. Sortir de la pauvreté avec dignité. Au-delà de la France, Maria Novak participe activement au développement du microcrédit en Europe, où elle a lancé 2 réseaux de microfinance et a contribué à la préparation d'une politique européenne en la matière. Tout cela veut dire la même chose pour vous, Maria. Maria Novak accumule les prix, les distinctions. Elle y est sensible, sûrement, mais seulement parce que la reconnaissance de son action est une sorte de garantie pour l'avenir. Je voudrais beaucoup vous remercier. Votre idée, et qui est formidable, je trouve. Moi, je trouve que d'avoir eu l'idée du microcrédit, même si quelquefois c'est difficile à mettre en œuvre, même si quelquefois il y a des échecs, c'est une grande chance qu'il y a donnée. Mais quand j'étais ministre, je tenais toujours à rencontrer les jeunes. Et j'étais très frappée du nombre de ceux qui disaient oh ben nous, on prend le RMI et puis on travaille un peu au noir. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise habitude. Une très mauvaise habitude. On comprend qu'ils le fassent. Mais ce sont nos institutions, les dispositions que nous prenons, qui le permettent et qui l'encouragent. Alors le microcrédit, bravo. Parce que le microcrédit, ça fait prendre leur responsabilité à ceux qui veulent vraiment travailler. Et j'espère que vous allez être soutenus au maximum et que vous pourrez surtout continuer. Merci. Merci Madame Doyle. Je vous remets ce trophée avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu de votre pays. Ce que nous avons en commun, c'est que on a voulu dépasser les événements. Oui, absolument. C'est une dette. C'est ça. C'est qu'en définitive, l'une comme l'autre, on a été pour l'Europe, on a accepté la réconciliation et on a même travaillé pour ça. Oui, et puis quelque part, si vous voulez, quand on a vu beaucoup de gens mourir, on se dit, il faut aider les vivants, il faut rendre. J'adore récolter tout ce qu'on peut récolter. Je ne supporte pas qu'on laisse des cerises pourrir sur l'arbre. Pour moi, c'est formidable de faire la récolte, c'est formidable de travailler dans le jardin, de cultiver des fleurs et d'arracher les mauvaises herbes. C'est quelque chose dont je vois le résultat immédiatement. Des fleurs qui poussent, des arbres qui grandissent et qui changent suivant la saison. Pour moi, cette maison est très importante parce que c'est là où, quelque part, j'ai retrouvé des racines. Elle ne ressemble en rien à ma maison de Lvouf, mais ma mère d'abord, moi maintenant, on y a planté toutes sortes de fleurs, d'arbres, de buissons qu'on avait dans notre jardin de Lvouf. Et là encore, il y a une part de mémoire qui
qui s'est recasé en quelque sorte dans ce lieu. Ce lieu, on peut tous se retrouver avec mes enfants, avec mes petits-enfants. C'est quelque chose de formidable. C'est une façon de reconstruire la vie, de continuer la vie, tout en ayant quelque chose en commun.